Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Bienvenue à cette toute première émission de la saison, l'émission qui s'intitule « Dans mon salon ». Mon premier invité, vous le connaissez tous, c'est sûr, Bernard Généreux, qui, on peut dire, est notre cobaye pour la première émission. Bernard Généreux, merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est un très beau salon que vous avez d'ailleurs. Est-ce que vous êtes confortable? Absolument. Je vais m'endormir, je pense. Faut que tu me tiennes réveillé. Il faut que tu me tiennes réveillé. Oui, inquiétez-vous pas, je vais vous tenir réveillé. Je suis contente que ça soit vous parce que, en même temps, je trouve que c'est bien de montrer le côté politique. Vous êtes député de la circonscription Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup et vous êtes quand même assez proche des gens. Oui. Puis, encore une fois, on va le montrer que vous êtes proche du monde. Oui. Vous avez accepté d'être ici aujourd'hui. Dans mon salon, c'est une entrevue un peu plus intime. On veut connaître l'homme derrière le profil professionnel. Et on va faire le parcours de votre vie, si vous voulez. Tu vas apprendre plusieurs choses, là. Oui, les faits marquants qui ont fait en sorte que vous êtes devenu l'homme qui est devant moi. Oui. Un homme d'affaires. Oui. Hein? Vous êtes propriétaire de Base 132. Bien sûr. Vous êtes l'ancien maire de la Pocatière. Exactement. Et vous êtes notre député fédéral. Et beaucoup d'autres choses que j'ai fait antérieurement dans ma vie. On pourra en parler. Ça, on va le découvrir ensemble avec les spectateurs, téléspectateurs. Donc, on va partir avec votre enfance. Vous êtes natif d'où, M. Généreux? Je suis natif de la Pocatière. Je suis le septième d'une famille de 8 enfants. Donc, j'ai 5 sœurs et 2 frères. Et puis, mes parents étaient originaires, ma mère est originaire de Montmagny et mon père de Saint-Cyril de Wendover, près de Drummondville. Ah oui, OK. Donc, il a une formation agronomique à Nicolet et ensuite à l'Université McGill. Et puis, ils se sont rencontrés dans la région. Évidemment, mon père est venu enseigner à l'ITA au départ, travailler pour le gouvernement du Québec, mais rencontré ma mère dans les années, je me souviens plus quelle année exactement, mais en fait 40, j'imagine, dans ces eaux-là. Là. Même, non, plus 50, je pense, en tout cas. Et tout ça pour dire que mon père, quand a connu ma mère, avait déjà un certain âge. Il avait 38, 39 ans. En tout cas, à partir de 39 ans, ils ont fondé la famille. Ma mère avait 16 ans plus jeune. Donc, mon père avait 39 ans, ma mère avait 23 ans. Qui était un peu plus dans la normale d'avoir des enfants à 23 ans que votre père, hein? Oui, exactement. Puis, il faut s'imaginer, en remontant dans les années 50, là, ça a dû faire jaser le village, certain, là, parce que la Pocatière était une ville, évidemment, ville-village, là, mais ça a dû faire jaser certainement parce qu'il y a quand même 16 ans de différence qui les sépare. Et aujourd'hui, si je sortais avec une fille de 16 ans plus jeune que moi, c'est sûr que ça ferait jaser, là, on s'entend? Bon, c'est rendu quasiment normal, là. Anyway, tout ça pour dire qu'ils ont eu 8 enfants en 11 ans. Donc, ma mère a enfanté de 8 enfants, les jumelles en partant. Donc, j'ai vu une photo dernièrement, d'ailleurs, et mon père est extrêmement fier. Évidemment, ma mère aussi, mais mon père se promenait avec la carrosse, avec les jumelles. Là. Ça faisait... C'est the man in town, là, avec les petits enfants, avec les bébés. Là, en tout cas. Mais tout ça pour dire j'ai eu une enfance absolument très, très, très heureuse. On a eu une famille, comment on pourrait dire, équilibrée, très équilibrée. Mon père était quelqu'un de... Puis je tiens ça de lui. Mon père était quelqu'un qui était très près des gens. Il venait d'un milieu extrêmement modeste, et même c'est sa sœur qui était enseignante, qui a enseigné toute sa vie pendant 50 ans, même plus que ça, là, qui a payé ses études. Donc, il y avait une reconnaissance envers sa sœur très, très grande. Puis, venant d'un milieu modeste, mon père, malgré qu'il avait fait ses études en agronomie, il a été, à une époque, là, avant sa retraite, un des 5 meilleurs phytopathologistes au Canada. Il était spécialisé dans la maladie des pommes de terre. Okay. Donc, il a voyagé partout en Amérique du Nord, beaucoup à l'île du Prince-Édouard, où il y a beaucoup de patates, évidemment. Donc, il connaissait la famille McCain. Il est membre de l'American Association, Potato Association, en tout cas, membre à vie. Là. Donc, il a été reconnu pour des recherches qu'il a faites ici, au centre de recherche, où est le CDBQ maintenant. Donc, mon père a travaillé là dans ces dernières années. Et drôle de hasard, il a travaillé aussi dans l'édifice qui a abrité et qui abrite maintenant d'autres entreprises, mais qui a abrité Graphie 222, qui est là où j'ai débuté mon entreprise. Ah, c'est une belle coïncidence. Plusieurs années plus tard. D'ailleurs, ma mère me racontait que
la salle en bas où on a parti l'entreprise, c'était la salle où ils faisaient le soirée de danse, parce que faut comprendre qu'à l'Apocatière, à une époque, il y a eu jusqu'à 200, presque 200 agronomes qui faisaient travailler à l'ITA, la recherche, l'Université Laval, parce qu'avant que l'Université Laval est devenue la faculté d'agriculture de l'Université Laval est transférée à Québec, et c'est là qu'on a créé l'ITA. Donc, l'Institut de technologie agroalimentaire. Donc, il y avait des grandes soirées de danse, des michouis, il y avait toutes sortes de choses qui étaient organisées par tous ces gens-là, d'ailleurs, qui ont par ailleurs géré la ville à l'Apocatière. Hein. Plusieurs ont été agronomes, plusieurs agronomes ont été maires à l'Apocatière. Donc, c'était le milieu, je dirais, agronomique a été très, très, très présent à l'Apocatière. Anyway, tout ça pour dire que la famille de 8 enfants, on a vécu une enfance extrêmement généreuse. Et ma mère s'est enjouée. Je veux dire, on faisait du sport, tout le monde. Évidemment, les derniers, on ramassait les skis des autres, puis bon, on faisait du ski. On a une vidéo, d'ailleurs, où les 8 enfants, on descend la côte des Chats à Saint-Pacôme, tous les uns en arrière de l'autre. On a beaucoup profité des installations sportives régionales, la piscine au cégep. On a vraiment... on a été choyés, je peux le dire comme ça, mais pas riches, mais choyés, dans le sens où humainement, on a beaucoup partagé. Évidemment, les grandes familles, on avait un chalet au lac Isidore qui était en haut de l'Îlet, en haut de l'Îlet, en haut de Saint-Cyril de l'Îlet. Donc, on passait là, tous nos étés. Là, on partait le 23 juin après l'école, puis on revenait au mois de septembre. Puis mon père voyageait pour venir travailler. Puis on avait des lapins, des canards, on avait toutes sortes d'affaires. Vous étiez dans la nature? Des chiens, oui, on était élevés dans la nature. D'ailleurs, j'ai reproduit le même principe. Là. Je me suis acheté un chalet à Saint-Damas, moi, puis il est un petit peu plus proche. Puis on est dans la forêt, littéralement, là. Mais on est sur le bord d'un lac, puis quand les enfants viennent, les petits-enfants, là, ils adorent ça. On est en train de recréer un peu ce qu'on a vécu durant toute notre enfance. Ensuite, on a eu un chalet à Rivière-Ouelle, donc on a été plus près, et on a été sur le bord de la mer, profiter des couchers de soleil, etc. Donc, mais sans que ces choses-là, ce soit des choses démesurées. Là. Ça a vraiment été toujours des choses très simples. D'ailleurs, et combien marquantes pour les souvenirs? Absolument. D'ailleurs, au chalet à Rivière-Ouelle, la table qui était dans le chalet, quand on l'a acheté, est toujours là, avec des petites tables, des petites chaises qui sont hautes de même. Donc, on n'a jamais été des gens qui ont été très matériels, dans le sens où on voulait avoir les plus belles choses, les plus belles choses. Donc, on a toujours été très simple à ce niveau-là. Vous avez dit que votre père a beaucoup voyagé. Est-ce que vous avez voyagé avec lui ou vous restez tout le temps ici? Pas pour son travail. On a voyagé dans le sens où, écoutez, à 8 enfants, là, à l'époque, il n'y avait pas 8 ceintures de sécurité dans l'auto, il n'y en avait pas. Là. Ça fait qu'inévitablement, quand on voyageait en famille, c'était pas comme aujourd'hui. On était assis les uns sur les autres. On était empilés sur les uns sur les autres. Moi, je me souviens des voyages pour aller au lac Isidore. Là, on était toute une gang, puis on disait à ma mère, paye sur le gaz pour qu'elle aille encore plus vite. C'était tellement pesant dans l'auto. Les chats, les chiens, on avait quand on dit qu'on montait pour l'été, là, on avait des grosses voitures à l'époque. C'était des grosses voitures. Mais ouais, c'est des souvenirs absolument impérissables. Là. Je veux dire, c'est ce qui a forgé les personnalités. Quand tu dis, au début, tu disais, on va découvrir qui est devenu l'homme ou la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on devient qui on est. Mais même que je me suis fait accuser par des blondes que j'ai eues à l'époque, quand j'étais jeune, qui disaient que j'étais gâté par la vie parce que j'étais élevé dans le Laouate. Ils n'avaient pas complètement tort, mais c'était pas de la ouate monétaire, c'était pas de la ouate de richesse, c'était de la ouate d'amour qu'on avait. Puis on avait beaucoup d'amour dans la maison, beaucoup de partage. Oui, absolument. Puis, mais mes frères et sœurs ont énormément voyagé. Évidemment, nous autres, on est les plus jeunes, moi puis ma sœur, la dernière, et on s'haïssait à mort. Ça fait c'était vraiment ça, c'était spécial parce que on se courait après dans la maison, on voulait se battre tout le temps. C'était comme... C'est vrai, mais c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de ça, mais... Ah oui, mais aujourd'hui, ça va mieux, là. Est-ce que vous vous battez encore? Non, on se bat pas, on se parle. Mais évidemment, les moyens de communication d'aujourd'hui n'étaient pas ceux qu'on avait à l'époque. Donc, aujourd'hui, avant, on s'écrivait. Ça existe encore, les papiers, puis les crayons, puis les enveloppes avec des timbres, mais aujourd'hui, c'est des textos. Puis là, on a un réseau familial, là, toute la gang ensemble, ça fait qu'on partage ce qu'on vit, puis ce qu'on fait un peu partout. Là. Les réseaux sociaux, comment je pourrais dire, nous rapprochent d'une certaine mesure, malgré que l'éloignement a toujours été là, mais moi, je me souviens de m'être ennuyé de façon importante de mes sœurs qui étaient à l'extérieur, parce qu'ils avaient pris soin de moi. Évidemment, les plus vieilles ont pris soin des plus petits dans la famille, c'était comme ça, là.
Et puis, je me souviens vraiment, je me vois encore pleurer sur le lit parce que ma soeur était rendue à cette île pour travailler tout l'été, puis je m'ennuyais d'elle. Tu sais, je veux dire, c'est comme ces souvenirs des fois qui nous reviennent, là, c'est vraiment drôle. Fait que je peux comprendre que, dans le fond, votre famille n'est pas tous au Kamouraska. Ah non, pas du tout. Bon, j'ai un frère à Rivière-du-Loup qui est propriétaire d'un motel, le motel Lopi à Rivière-du-Loup, puis Luc, c'est celui que je pense qui a voyagé le plus. Là, il est comme un peu plus sédentaire, mais l'hiver, il passe l'hiver dans l'Ouest canadien, donc il passe pas l'hiver dans le coin. Moi, je suis le dernier qui reste dans la région. Tous les autres sont partout. Puis à une époque, il y a un certain moment où j'étais le seul au Canada, ou à peu près. Okay. Tous les autres étaient partout à travers le monde, là, en Thaïlande, en Hollande. Mon frère, je ne sais pas ce qu'il trottait quelque part. J'ai une sœur à Vancouver. Mais c'est drôle qu'ils ont tous eu la piqûre du voyage. Bien, comme je vous disais, mon père a voyagé, mes parents ont voyagé beaucoup. Ma mère aussi a accompagné mon père régulièrement. Ils ont voyagé. Ils aimaient beaucoup voyager. Et puis, le goût du voyage, je pense que c'est venu de bonheur, le dos les enfants. Bon, inévitablement, un peu comme aujourd'hui, les jeunes, à l'époque, ils allaient à l'université ailleurs, parce qu'il n'y avait pas l'université régionale. Donc, ils allaient à l'extérieur, puis qu'un coup qu'ils étaient rendus à l'extérieur, bien, ils voyaient le monde, puis là, bien, ils partaient, puis ils voyageaient, là. Mais ça a toujours été chez nous, si on mettait en kilométrage, on ferait le tour de la Terre plusieurs fois, là, les 8 enfants, là, mais je suis probablement celui qui a voyagé le moins, ou à peu près. Malgré que je voyage aussi, mais moins que les autres. Là. On a tous très bien réussi, puis je pense que c'est à l'honneur de nos parents qui nous ont inculqué des valeurs qui sont, comment je pourrais dire, c'est pas... On n'a jamais été des gens qui ont été... qui ont voulu devenir riches nécessairement, mais on vit bien, tout le monde, puis tout le monde, comme je dis, a bien réussi. La plupart ont tous un cégep. Je suis le seul. D'ailleurs, moi, je me suis considéré comme le mouton noir de la famille pendant longtemps. Ah oui? Parce que j'avais juste un secondaire 5 en débossage. Et j'ai toujours juste un secondaire 5 en débossage. En fait, j'ai fait un cours universitaire depuis, mais c'est un cours universitaire sur la gestion ils appellent ça les ASC, c'est l'administrateur de sociétés certifiées. Donc, c'est un cours de 3 fins de semaine. C'est quelque chose que vous êtes allé chercher pour votre travail d'homme d'affaires? Non, je suis allé chercher ça après que j'ai perdu mes élections en 2011. J'ai fait cette cours universitaire-là. D'ailleurs, c'est le plus drôle, c'est que je l'ai faite avec la cohorte qu'on était. On était une vingtaine, 25 à peu près à chaque cohorte. Julie Payette était dans ma cohorte. Oh. Donc, il va devenir le gouverneur général du Canada là, dans les prochains jours. Mais ceci dit, oui, je me suis considéré comme le mouton noir de la famille longtemps parce que justement, j'avais pas beaucoup d'éducation. Puis, mon curriculum académique n'était pas très fort. Mais j'avais une autre qualité. Je l'ai compris plus tard parce que j'étais quelqu'un qui aimait travailler. J'ai quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai eu jusqu'à 4 emplois en même temps. Et je travaillais de jour, de nuit, les fins de semaine. Je travaillais 90, 100 heures par semaine. Mais pourquoi? Pourquoi travailler autant? Bien, bon, parce que, j'avais des goûts sportifs dispendieux, donc ça me prenait Je faisais de la planche à voile, puis à l'époque des années 80, là, une bonne planche, là, ça coûtait au moins 1500 $. Chaque voile pouvait coûter 1000 $. Donc, on gagnait 5 $ de l'heure à l'époque, là. Je veux dire, c'est comme... On faisait pas tant d'argent que ça. Donc, pour se payer toutes ces choses-là... Bon, puis je suis parti de la maison, moi j'avais 18 ans, je suis revenu à quelques reprises après, mais comme plusieurs, j'étais un tanguy à temps partiel. Ah, un tanguy à temps partiel, c'est bon, j'aime ça. Je suis parti, je suis revenu, mais le nid familial a toujours été là, mes parents, ma mère surtout, nous a toujours bien réaccueillis dans la maison. Il restait toujours des chambres vides. Là maintenant, c'est plus le cas parce qu'elle a vendu sa maison il y a quelques années, mais... La maison a toujours été ouverte pour tout le monde et on a toujours été accueillis à bras ouverts. D'ailleurs, ma mère elle barrait pas sa porte parce qu'elle disait « Vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure. » Vous êtes toujours le bienvenu à la maison. Donc, on a été vraiment choyés d'avoir des parents qui nous ont élevés de cette façon-là, de façon aussi ouverte, de façon accueillante, généreuse. Moi, je donnerais tout ce que j'ai. Ma mère était pareille. Ma mère est comme ça. Elle veut tout donner à tout le monde. Puis... J'imagine que vous êtes comme ça avec vos enfants puis vos petits-enfants. Ah, mon Dieu, oui. Bien, d'ailleurs, le chalet, je ne l'ai pas acheté pour moi. Je le dis toujours à mon épouse. Puis mon épouse, évidemment, est avec moi dans ça. Mais on l'a acheté pour les enfants et les petits-enfants. On ne l'a pas acheté pour nous autres. Évidemment, on en profite. Mais l'objectif, c'est de pouvoir transmettre. C'est tout le temps comme ça. On fait tout en fonction de transmettre à plus tard. Puis là, j'aide ma fille, étant là de se construire. Mon fils, pareil. Donc, on essaye d'une façon ou d'une autre de les aider. Moi, quand je suis parti en affaires, à 2 reprises, parce que je suis parti en affaires en 1988 à Chambly, j'étais à ce moment-là à Chambly avec ma blonde de l'époque. On est allé acheter une imprimerie dans le parc industriel à Chambly avec le beau-père de ma blonde de l'époque.
Et ça a duré, une histoire qui a duré 3 ans. Bien, j'avais emprunté 20 000 me semble, à ma mère, autour de 20 000 qu'elle n'a jamais voulu que je rembourse par ailleurs. Est-ce que vos frères et sœurs le savent, ça? Oui, mes frères, oui, oui, absolument. Ma famille est tout au courant de ces affaires-là. On n'a jamais rien caché. On n'a jamais eu d'intérêt à cacher quoi que ce soit dans la famille. Tout le monde sait tout ça. Puis, donc, ils m'ont passé de l'argent, j'ai investi, puis on a travaillé là 3 ans, moi et ma blonde, on s'est séparés. Parce qu'on était 24 heures ensemble sur 24, ça m'a demandé, ça a comme... Des fois, ça fonctionne pas pour tout le monde, hein? Ça, on apprend des leçons dans la vie, ça, c'est une leçon que j'ai appris assez vite. Mais vous aviez quel âge? À ce moment-là, j'avais 25 ans, 24-25 ans. Donc, j'avais déjà l'esprit entrepreneurship à ce moment-là. Puis, je voulais être à mon compte, je voulais travailler. On a travaillé très fort. La compagnie fonctionnait bien. Le problème, c'est que le beau-père de ma blonde prenait l'argent de cette compagnie-là pour payer les dettes de ses autres compagnies. Donc, inévitablement, il a manqué de fonds à un moment donné. Mais ça n'a pas fait faillite. Il l'a revendu parce que moi, je suis parti. J'ai laissé mes billes en arrière. Quand je suis revenu dans la région avec mon épouse d'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis toujours marié après 29 ans. Bien, félicitations. Oui, c'est un record. J'aurais jamais pensé que ça peut arriver, mais ça arrive encore. Mais tout ça pour dire qu'on est revenu dans la région en 88 avec plus un rond. Je devais 20 000 à ma mère. Puis là, j'étais vraiment dans le fond de la cave. Là. Mais je suis revenu avec déjà un emploi en main, dans le sens où Réal Lemieux, qui était propriétaire de Graphie 222 à ce moment-là, on avait déjà discuté, puis lui, il voulait partir une imprimerie. Donc, il m'avait dit, OK, ben, tu vas être gérant de l'imprimerie du département. J'avais accepté en disant, j'ai seulement de son condition, moi, je vais être propriétaire un jour. Donc, ça a pris 5 ans, finalement. Là, ça a pris du temps, mais ça a fini par aboutir. 5 ans après, en 1993, je suis devenu, avec mon associé d'aujourd'hui, Carl Thomasin, on est devenu propriétaire de ce qu'on appelait à l'époque Graphie Imprimerie, qui est devenu Impression Soleil, puis maintenant Base 132. Mais tout ça, ça a fait une évolution. Ça fait 25 ans déjà, là. Oui, oui. Donc, ça allait beaucoup évoluer dans le temps. Mais on est parti, on était 4 employés, puis aujourd'hui, on est 25. Mais bon, tout ça pour dire qu'on pourrait en parler longtemps là, de cette portion-là. Mais le fait que, quand je suis revenu, j'étais vraiment dans les bas-fonds, là. Tu sais, je veux dire, psychologiquement, puis là, j'arrivais avec une anglophone. Je déménageais de Chambly, où j'avais rencontré mon épouse, qui arrivait de Toronto. Mais c'est une anglo-montréalaise. Okay. Mais je l'ai rencontrée. 3 mois après, elle tombe enceinte. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai regardée, puis elle tombe enceinte. Je n'ai même pas eu le temps d'y toucher. Mon Dieu! Donc, on déménage au mois de juillet à la Pocatière. Plus un rond, on avait été cassé bien raide. Fait qu'on est resté un petit peu chez ma mère. Après ça, on est allé dans la coopérative d'habitation sur la 12e avenue. On est resté là 1 an et demi à peu près. Et puis ensuite, on s'est acheté finalement une maison à Rivière-Ouelle. Mais quand on a acheté la maison à Rivière-Ouelle, bon, évidemment, Tristan était né à ce moment-là. Mais, le premier. Mais bon, je vais revenir un petit peu rapidement. Quand on s'est connus, moi et Tracy, on était venus ici une fois avant de déménager pour de bon. Alors, imaginez quelqu'un qui part de Toronto, qui arrive à Montréal, puis qui rencontre quelqu'un, elle va visiter 3h30 de route, elle va visiter le coin un peu, rencontre ses beaux-parents, puis elle retourne à Montréal, puis après ça, elle redéménage ici pour de bon. 29 ans plus tard, elle est encore là. Je vais dire chapeau, ma chérie, parce que c'est toute une adaptation. Parce que elle devait vous aimer, là. Elle parlait, oui. Puis encore aujourd'hui, il faut qu'elle m'aime, parce que je ne suis pas souvent chez nous. mais tu sais, on a. Au moment où elle est arrivée, elle ne parlait pas beaucoup en français. Puis moi, je ne parlais pas beaucoup en anglais. C'est-à-dire, on a eu des problèmes de communication, d'ailleurs, durant toutes ces années. Peut-être que finalement, quand tu regardes ça, tu dis. Ah ben, c'est une bonne chose d'avoir des problèmes de communication, parce que si vous seriez compris, vous ne seriez plus ensemble. Peut-être que c'est ça. Mais ça. Vous avez dû vous comprendre d'une autre façon, j'imagine. Puis c'est ça. Puis là, on a acheté une maison à Rivière-Ouelle après 2 ans qu'on était dans la région. Puis à l'époque, ça nous coûtait 450 $ d'hypothèque. On se demandait comment est-ce qu'on allait payer ça. C'est comme, aujourd'hui, on n'a même plus un loyer à 2,5 pour 450 $ par mois, c'est pour dire. Hein? Ah oui, c'est ça. Alors, tout ça pour dire qu'on a eu Tristan. Bon, on s'est installé à Rivière-Ouelle. On est demeuré à Rivière-Ouelle pendant... mon Dieu, 14 ans. Donc, nos enfants ont été élevés à Rivière-Ouelle, mais ont été élevés dans les Deux-Langues. Donc, Tristan et Kéla, nos enfants, sont bilingues, sont parfaitement bilingues, évidemment, parce qu'à la maison, on parle anglais. Mais je pense que c'est un beau cadeau à faire à ses enfants, ça. Ils nous remercient du fond du cœur d'avoir fait ça. Puis moi, je lève mon chapeau à mon épouse. J'ai été vraiment le meilleur des maris, dans le sens où j'ai travaillé énormément, malgré que, bon, tu me posais la question, quand on a parti l'entreprise en 93, mon fils avait déjà 3-4 ans. Okay. Ma fille avait 2 ans à ce moment-là. Et puis, eux autres aussi ont subi les contre-coups du fait que j'étais... Moi, je leur ai toujours dit, ne misez pas sur la quantité, misez sur la qualité. Donc,
plaignez-vous pas que je suis pas là. Quand je suis là, assurez-vous d'être content que je suis là quand je suis là. Passer des bons moments. Passer des bons moments. Mais j'ai été très présent auprès des enfants. Je soupais tout le temps avec les enfants. Je déjeunais avec les enfants. Je leur donnais leur bain. Je les couchais. Je m'endormais avec eux autres. Tracy venait me réveiller. Je rembarquais dans mes affaires. Je repartais au bureau. J'allais travailler le soir. Je travaillais jusqu'à 2-3 heures du matin. J'ai fait ça pendant des années. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit des entreprises. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. C'est énormément d'énergie. Mon associé, c'est la même chose. Il a fait la même affaire. J'ai été extrêmement choyé aussi au niveau partenariat. Parce que mon associé, Carl Thomasin, que je salue, ça fait 25 ans qu'on est associés ensemble. Une association en affaires, c'est comme un mariage. C'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. Ça prend des concessions, il faut apprendre à se communiquer, il faut apprendre à se comprendre, il faut laisser du lest de temps en temps, puis chacun a un rôle à jouer dans l'entreprise, il faut connaître les rôles qu'on a à jouer, les assumer. Donc, puis on a été... Carl était plus introverti, moi j'étais un petit peu plus extroverti. Donc, j'étais plus au niveau communication, lui était au niveau de la production. Donc, on s'est toujours... Puis on a toujours pris des décisions communes ensemble. Puis je vais vous donner un exemple. Quand je suis devenu maire de la Pocatière, on a toujours gagné le même salaire. On s'est toujours donné le même salaire, quel que soit ce qu'on faisait dans l'entreprise, quel que soit le nombre d'heures qu'on mettait, quelles que soient les vacances qu'on prenait. On n'a jamais analysé ça en termes de temps donné ou temps reçu. C'est toujours été en fonction d'une équité entre les deux actionnaires. Puis quand je suis devenu maire à la Pocatière, la première personne que je suis allé voir pour lui demander si ça le dérangeait que c'était pas ma femme, j'ai demandé à mon associé à Bobby. Mais pourquoi? Pourquoi aller en politique, être maire de la Pocatière quand vous avez une entreprise? Ça, c'est... il y a quelqu'un qui est venu voir en me disant, Bernard, qui m'a appelé, il me dit, Bernard, je pense que tu as le leadership qu'on recherche chez une personne pour être maire. La personne qui m'a appelé, c'était M. Laplante de la Pocatière, qui était déjà conseiller et qui était, pour ma part, qui était déjà identifié comme étant le dauphin de M. Théberge qui avait été là pendant 12 ans et qui, moi, je le voyais déjà maire. Là, il me dit, non, moi, je suis un bon numéro 2, ça prend quelqu'un qui est un numéro 1 qui va driver à patente. Quand ça, M. Laplante est venu nous voir, est venu me voir, moi, je me suis retourné de bord, je réfléchis à ça 2 minutes, ça me tente de faire de la politique. J'ai toujours été quelqu'un de très au public. Là. Je me suis impliqué de toutes sortes de nature. Quand j'étais à Rivière-Ouest, j'avais fondé le Festival des Moissons. J'allais chercher des commanditaires. Je me suis impliqué. J'ai donné des cours de ski à la station plein air. J'ai été dans le club de compétition. J'ai fait toutes sortes de choses. Là. Beaucoup de bénévolat à travers tout ce que je faisais. Là. Et puis quand je suis allé voir mon associé, avant de parler à mon épouse pour lui demander ce qu'elle en pensait, je suis allé voir Carl. Je lui ai dit, si ça te dérange-tu si je me présente à la mairie de la Pocatière? Ça va me donner de la visibilité, etc. On ne pourra plus faire de contrôle de la ville, mais on ne mourra pas de ça, là. Et puis, il a dit, pas de problème. J'ai dit, moi, si je deviens maire, le salaire que je vais recevoir à la ville, je vais me le soustraire de mon salaire du bureau pour qu'on gagne la même affaire. OK. C'est toujours été comme ça. Donc, un fair play. Hein? Fair play. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était important qu'on ait un respect mutuel, puis ça a toujours été ça. Puis Carl aujourd'hui, gère l'entreprise parce que je suis plus dedans, avec ma fille qui est là, puis on a 25 employés dans 4 bureaux. Ça va super bien, on fait des super bonnes affaires. Donc, quand est arrivée la politique municipale, pour moi, c'était pas un défi en termes de temps, en termes d'énergie. Okay. Là, je dis à Carl, on va être 50-50, je vais être dans le business 50 de mon temps, puis 50, finalement, ça sera ramassé 100 des deux bords. J'ai fait des grosses semaines. Quand j'étais maire à la Pocatière, j'ai été maire de 2005 à 2009, ça a duré 4 ans. On a investi 18 millions pendant qu'on était là. On a refait la côte du collège, on a fait le centre Bombardier, les parcs. Écoute, on a fait beaucoup, beaucoup d'actions. D'ailleurs, quand je suis parti, quand j'ai annoncé que je ne me représentais pas comme maire, les employés ont fait ça de même, on va dire. On va souffler un peu? Ouais, parce qu'inévitablement aussi, c'était pas soutenable de continuer à faire des investissements de cet ordre-là, à cette vitesse-là non plus. Inévitablement, financièrement, ça se pouvait pas. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez fait le saut de la politique municipale à la politique fédérale? C'est quoi qui est arrivé? Je viens un peu de te l'expliquer. Je savais qu'il allait y avoir une marge de manœuvre moins grande pour faire des projets à la Pocatière fiscalement, parce que inévitablement, on ne peut pas continuer à faire des investissements comme ça. Mais il est arrivé aussi que M. Paul Crête, qui avait été élu 6 mois auparavant, a démissionné. Et là, ça a ouvert une porte pour aller au fédéral. Et moi, je suis conservateur, je dirais, économique. Pas social, mais économique. De l'ère, M. Mulroney, à l'époque, lui, il a signé l'entente de libre-échange avec les États-Unis, qu'on est en train de renégocier par ailleurs. Et puis, j'ai vu une opportunité, puis ça me tentait de faire de la politique au niveau fédéral. Donc, j'ai été élu en 2009 par 1500 voix à peu près. Je partais à 5 des sondages. C'était vraiment... finalement, c'était comme une porte de sortie de la municipale
en faisant tenter ma chance. Puis finalement, j'ai gagné. On a travaillé fort, il faut le dire. Là. On a travaillé très, très fort. Encore, toujours le travail, hein, c'est tout le temps ça. C'est là que ça se passe. Puis, c'est pas assis en maison en regardant la TV que tu vas gagner des élections. Il faut que tu sois dans le chemin. Il faut se faire porte à porte, puis il faut être présent. Hein? C'est comme ça. Puis là, cette proximité-là avec les gens, ça, j'adore ça. Je vis que pour ça, finalement. Tout ce qu'on organise, là, les cliniques de passeport, tout ce qu'on fait comme député, là, c'est pour être proche du monde. Moi, j'adore ça. Alors, 2009, je gagne mes élections. Jusqu'en 2011, je perds Barneuf. Je ne sais pas si vous savez la saga, là. Oui. Donc, gang, père. En tout cas, tout ça pour dire que je suis retourné dans mon entreprise. On a fait des investissements, etc. En 2015, je me représente. Et puis, je gagne par 269 votes. On retourne en recomptage. C'est un petit cauchemar, ça. Oui, aïe, aïe. Ça, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi, sincèrement, là. En tout cas, tout ça pour dire que en 2019, je vais me représenter. Évidemment, c'est pas une primeur. Là. C'est déjà convenu que je vais me représenter. Et j'espère gagner par un montant de vote plus élevé que ce que j'ai gagné dans le passé. En tout cas, je le souhaite, là, évidemment. Mais c'est un passage que j'aime, que j'adore énormément. J'aime le travail que je fais. Je travaille très, très fort pour rencontrer le plus grand nombre de possible. On a un très grand territoire. C'est vraiment pas facile de gérer à la fois la famille, les occupations professionnelles et d'être sur le territoire, présent sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui est le plus difficile. C'est un combat à tous les jours. C'est un combat à tous les jours. Mais Bernard Généreux, merci beaucoup. Je ne veux pas faire de jeu de mots, là, mais vous avez été généreux en entrevue. Puis vu que vous avez bien fait ça, là, je vais vous donner un bonbon. Ah, t'es dans mes films. Hey, merci beaucoup, ma chère. T'es pas mal fait. C'est moi qui vous remercie. Merci de cette entrevue. J'adore faire ce genre d'entrevue-là parce que ça nous permet de nous... Les gens, ils nous connaissent peu. Malgré qu'on rencontre énormément de gens, ils nous connaissent peu. Les personnages publics, on les voit de façon publique. On s'imagine des choses, mais les gens, ils ne nous connaissent pas. Hier, il y a une dame qui était à la ville de Rivière-du-Loup, une dame qui était là, puis qu'elle me voyait aller avec les gens. Puis à un moment donné, elle s'est levée, elle dit « Monsieur Généreux, elle dit, je ne vous connaissais pas, là. » Elle dit « Je pensais vous connaître, mais je ne vous connaissais pas. » Elle dit « Vous êtes à l'aise avec les gens, vous êtes généreux avec eux autres. Tu sais, vous faites des farces, c'est drôle. » Elle dit « Jamais j'aurais pensé que vous étiez comme ça. » Tu sais, l'image publique qu'on projette et la réalité de qui nous sommes, souvent, c'est deux choses totalement différentes. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'il faut qu'on rencontre le plus grand nombre de personnes possible pour se faire découvrir dans qui on est puis qu'est-ce qu'on veut faire. Puis moi, tout ce que j'ai à cœur, c'est le bien de la région. Le reste, je m'en fous. Donc, c'est à ça qu'elle sert, cette émission. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour le bonbon. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.